Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Fire pour un nouvel épisode de Dis c'est quoi ton jeu. Et aujourd'hui j'accueille pour la deuxième fois Enzo Cavalier, qu'on avait déjà rencontré pour présenter Polescar, et qui aujourd'hui va nous présenter son dernier jeu, Voltige. Bonsoir Enzo. Salut à tous et à toutes, salut, merci à qui de l'invitation. C'est avec plaisir, je suis toujours contente de voir des auteurs, de rencontrer des auteurs et de les revoir. C'est encore mieux. Ouais. Alors, c'est vrai, mais bon, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour l'actual play de Polescar, donc ça remonte un petit peu quand même. Hein. Bah, je pense que ça fait pas loin d'une petite année, hein, déjà. Ça passe vite. Une année, je pense. Ah là là. Est-ce que du coup, pour les gens qui n'ont peut-être pas forcément suivi Polescar, tu peux succinctement te représenter une nouvelle fois? C'est quoi ton parcours en tant que rôliste et comment tu es devenu créateur de jeux de rôle? Qui es-tu? Ouais, je suis Enzo Cavalier, je suis auteur, illustrateur et éditeur pour les éditions dérivantes. En gros, les éditions dérivantes, c'est une micro-entreprise que j'ai créée pour porter mes projets que du coup j'auto-édite. Et donc, la première fois que j'ai rencontré Aki et que je suis passé sur ta chaîne, c'était pour présenter Polescar, le jeu d'expédition, un jeu de rôle le premier jeu de rôle que j'ai sorti et que j'ai porté en financement participatif en 2022, fin 2022, sur Game on Tabletop, qui avait été financé, qui avait connu à mon échelle son grand succès et qui du coup a eu sa vie, financement en novembre 2022, livraison des backers en mars 2023, sortie boutique en juin à peu près 2023, et puis finaliste du Graal d'Or dans la catégorie création francophone cette année en 2024. Donc une belle histoire pour Polescar. Et donc premier projet qui en fait qui a conclu un peu mon expérience de joueur de jeu de rôle, parce que j'ai 29 ans, j'ai découvert le jeu de rôle pendant mes études en 2012, donc j'avais 17-18 ans je pense, et je faisais un peu de théâtre d'impro à l'époque. Ouais, c'est ça. Je faisais mes études, puis la nuit, le jour, je faisais mes études, et puis la nuit, je faisais du jeu de rôle, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de rôlistes. Et puis en fait, j'ai commencé à jouer beaucoup, et puis rapidement est venue l'idée de créer un univers que j'ai griffonné pendant une bonne partie de mes études, que j'ai laissé tomber. J'ai eu ma vie d'humain à côté, j'ai fini mes études, je suis devenu papa, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a eu cet appel où j'ai eu envie de sortir ce jeu pour le faire connaître, en fait, qu'il soit jouable, que les gens y jouent. Et pendant un an, j'ai playtesté, je suis allé le faire jouer partout en France en convention, jusqu'au financement participatif, où fort d'une communauté grandissante, le jeu a rencontré son public et visiblement un succès, parce que en tout cas moi j'en suis très content de l'aventure qu'a eu Polescar, quoi. Et voilà. C'est donc beau. De ce côté-là, très très chouette. Ouais, assez improbable. Enfin je m'y attendais pas du tout, mais très cool. Elle est finaliste et Graal d'Or quand même. Ouais, finaliste du Graal d'Or dans la catégorie création française en 2024, là, donc très chouette, hein, premier jeu auto-édité depuis la naissance du Graal d'Or, donc depuis 11 ans. Donc ça, c'est une fierté pour moi, pour Polescar, mais aussi pour le jeu de rôle indépendant, de se dire qu'en fait on peut aller, on a une place en fait sur les marches du podium. Alors après, on est jeté dans la mare aux grands poissons, hein, et du coup quand ton jeu il est fait par une seule personne, du coup, comme c'est le cas de Polescar, et qu'il est face à des grosses maisons d'édition qui ont 14-15 personnes sur une maquette, c'est difficile de rivaliser quand même. Mais par contre, voilà, ça assure une visibilité dingue, quoi. Ça prouve à tous les auteurs indépendants que c'est possible, quoi. C'est possible, ce n'est pas que du rêve, vous pouvez le faire, tous. Et du coup, maintenant que t'as mis le pied dedans, tu quittes plus parce que Voltige.
Ouais, et ben exactement. En fait, je crois que ça m'a beaucoup plu de porter un projet de A à Z. Polescar, c'était pas forcément directement l'idée de l'auto-édition, mais en fait, quand on finit une brique, qu'on la pose sur le mur, on a envie de voir comment on fait pour sculpter la suivante, etc. Et en fait, tout m'a plu dans Polescar, dans Polescar, de l'écriture au game design, à l'illustration, en passant par les devis aux imprimeurs, les négociations avec les distributeurs, et puis même les cartons, les colis pour envoyer au backer, quoi. Tout m'a vraiment plu. Donc j'avais vraiment envie de solliciter toutes les compétences que j'avais acquis pour faire un nouveau jeu, ouais exactement, que j'avais acquis pour faire un nouveau jeu, quoi. Et du coup, assez rapidement, quand j'étais en train de faire les colis pour Polescar, très rapidement, il y a un nouvel imaginaire qui a émergé, je pense qu'il était tout là depuis longtemps, mais qui a émergé, l'imaginaire de l'aviateur, mais on va voir ça un peu plus en détail. Et donc, tu vois, il y a à peu près un petit peu plus d'un an maintenant que l'idée de Voltige est née. Et du coup, un an après, débarque Voltige en financement participatif. T'as pas traîné, hein. J'ai pas traîné, mais quand on aime, on ne compte pas. Et je suis pas quelqu'un à compter le temps que je passe sur un projet, tant que ça me plaît, donc voilà. Ah là, il est généreux, ce Enzo. Bon, Voltige, est-ce que tu peux nous pitcher un peu de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ouais, et ben Voltige, les Contes de la Mer Azur, son sous-titre c'est les Contes de la Mer Azur. C'est un jeu dans lequel c'est un jeu de rôle plutôt classique avec joueurs et meneurs de jeu, dans lequel les joueurs vont incarner des voltigeurs, un escadron de voltigeurs. Les voltigeurs, ce sont des aviateurs, pour faire très simple, qui, avant la déclaration de guerre, avant une déclaration de guerre, étaient des pilotes de long courrier, des pilotes de Canadair, des pilotes de course, bref, des pilotes, des personnes qui savent piloter les voltiges et qui, à la déclaration de guerre, ont refusé que leur appareil, que leurs voltiges deviennent des instruments de guerre et de mort. Ils ont récupéré leurs voltiges et ils ont fui, ou en tout cas ils sont allés se réfugier dans un lieu assez cher à leur cœur, la mer Azur, et plus particulièrement leur archipel, leur île au sein de la mer Azur. Et donc on va incarner ces voltigeurs qui sont capables de piloter ces voltiges et qui entrent en résistance, puisque Voltige, c'est un jeu qui parle de la guerre, mais ce n'est pas un jeu de guerre. J'insiste lourdement là-dessus. C'est un jeu qui parle de la guerre et qui a pour objectif de montrer les horreurs de la guerre et comment on fait pour y résister du point de vue des civils. Donc c'est vraiment un jeu de résistance, de désobéissance civile, un peu à la manière de notre résistance française ou de la résistance aérienne britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on va on va vraiment résister contre un ennemi, contre un envahisseur, mais on va le faire sans être un soldat. C'est ça qu'on va jouer dans Voltige. Ça envoie du rêve. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui le rend vraiment unique? Est-ce que il a des choses particulières? C'est vraiment, tu as dit tout à l'heure, il était classique. Alors, on y viendra un peu sur le système plus tard, mais en fait, vraiment, l'idée de Voltige, c'était d'aborder un thème dur. En fait, avec les éditions dérivantes, j'essaie, à moindre échelle et avec 2 jeux, d'essayer de créer une ligne éditoriale, un peu pour tous les jeux que je vais sortir. Enfin, ces 2 jeux-là, c'est-à-dire que les thèmes qui sont importants pour moi, c'est le groupe, c'est-à-dire que l'esprit d'équipe soit mécanisé, même dans le système, et que ce soit vraiment prégnant dans l'univers. Donc dans Polescar, c'était le groupe, la compagnie, le pack, et à ce groupe, je viens opposer une thématique difficile. Dans Polescar, c'était la survie environnementale contre le froid. Et dans Voltige, c'est la guerre. Et j'essaie, dans mes jeux,
de présenter un thème assez dur, donc la survie d'un côté, la guerre de l'autre, mais de les présenter avec beaucoup de poésie, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir. Et en fait, ma principale source d'inspiration en termes vraiment d'esthétique de jeu, hein, c'est vraiment tout l'univers de Miyazaki et des studios Ghibli. Je trouve que Miyazaki, il a un talent excessif pour aborder des thèmes qui sont très durs, très rudes. Typiquement la guerre, hein. Dans Porco Rosso, on parle de la guerre, dans Le Vent se lève aussi, dans Le Château ambulant aussi, on parle même de l'esclavagisme et des génocides, etc. Et on va le faire, en tout cas Miyazaki va le faire avec beaucoup de couleurs, beaucoup de poésie et beaucoup d'espoir. Voilà, faire en sorte que les personnages soient face à des horreurs, mais qu'ils se fassent un peu les porteurs d'espoir de cet univers et qu'ils aillent à leur moindre mesure, sans forcément être des héros, qu'ils aillent en opposition, qu'ils aillent à la confronter en fait ce thème difficile. Et là, en l'occurrence, dans Voltige, c'est la guerre. Donc, pour moi, ce qui rend unique Voltige, c'est vraiment le fait d'aborder cette thématique-là forte et d'actualité, malheureusement, qui est la guerre, mais de le faire avec toute la poésie de personnes qui déjà ne sont pas n'importe qui, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des voltigeurs, des personnes qui savaient piloter ces voltiges. Les voltiges étant dans le jeu des appareils qui sont capables de voler, de se poser sur l'eau et aussi de plonger sous l'eau et de naviguer comme ça entre la surface et le milieu aquatique pour des courses-poursuites qui alternent entre les airs et les eaux, un peu comme les poissons volants, les cormorans, etc. quoi. Donc il y a vraiment un imaginaire assez cool, tu vois, assez cinématique. J'ai déjà des scènes en tête. Et c'est vraiment l'idée, hein. C'est l'idée, c'est que ça fasse appel à un imaginaire entre ciel et mer, quoi, où les bleus se confondent. Et je pense que même dans les visuels du jeu, j'ai essayé de retranscrire ça, quoi, que le bleu du ciel se confonde avec le bleu de la mer Azur. Et on est vraiment là-dessus, mais on va le faire en jouant des civils, des personnes qui ont des proches, qui ont une famille à protéger, etc., quoi. Ok. Il y a d'autres œuvres ou films, livres, séries qui t'ont inspiré dans la création? Tu as parlé de Miyazaki, mais il y en a eu d'autres? Ouais, alors effectivement beaucoup Miyazaki, quoi. Bien sûr, Porco Rosso, je pense c'est le jeu idéal pour faire du Porco Rosso. En fait, sans rentrer trop dans le détail du système pour l'instant, Voltige, à la différence de Polescar qui décrivait tout un univers avec des peuples, etc., Voltige est un jeu qui va vous permettre de créer vos propres univers avec une création d'univers très précise, hein, très aidée, très détaillée. Donc en fait, avec Voltige, tu peux aller du très réaliste, comme des films type Aviator, Pearl Harbor, Dunkerque, des films très réalistes, très contemporains d'Aviateur. Tu peux aller aussi sur des propositions un peu plus semi-réalistes, comme Porco Rosso, Le Vent se lève, Le Château dans le ciel ou Cowboy Bebop, où on va avoir quand même l'idée de ces espèces de cow-boys ou de mousquetaires des airs qui évoluent dans un univers qui peut avoir des petites touches de fantasy, mais qui reste quand même très réaliste. Et on peut sinon complètement aller pousser les curseurs à fond, et on peut aller sur des univers très fantastiques à la Le Château ambulant par exemple, ou je sais pas, des univers comme donc oui, le château ambulant, ou Nausicaa, ou même des univers type Avatar. Voilà, c'était ça que je cherchais, Avatar de James Cameron. En fait, dans le Avatar de James Cameron, on a vraiment des natifs qui sont de Pandora, mais en fait ça pourrait très bien être les natifs de la mer Azur qui se battent contre un oppresseur qui vient là en l'occurrence récupérer des ressources. On peut aller vers des imaginaires comme ça très SF, voilà, parce que dans le livre il est dit noir sur blanc que la voltige, dans le livre c'est plutôt décrit comme un appareil, mais à tout moment ça peut être une monture. Et donc je sais qu'il y a des tables qui ont fait de leur voltige des ptérodactyles volants, qui ont fait de leur monture des dragons, exactement, qui ont fait de leur monture de leur voltige des machines volantes un peu à la Léonard de Vinci. Donc voilà, on peut aller vers vraiment
vers plein de thématiques différentes. Et donc les livres, les films, les séries, il y en a quand même pas mal qui peuvent rentrer. À chaque interview, j'en découvre un peu des nouvelles parce que ça fait écho à plein de choses chez les gens, quoi. Et comment t'as travaillé justement pour intégrer cette notion de voltige et l'aspect aérien dans le jeu? On va retrouver ça un peu dans le système derrière aussi? Alors, on va surtout le retrouver dans le système parce que, comme je viens de le dire précédemment, comme l'univers il n'est pas écrit, en fait, il est écrit, mais je vous expliquerai peut-être plus tard comment. Le livre propose un cadre qui est tout fait, mais ce n'est qu'un cadre. Et l'idée, ce n'est pas de jouer avec ce cadre-là, c'est plus que ce cadre va vous donner des idées. Et d'ailleurs, les cadres qui vont... Voilà, dans le livre, je propose une ossature pour créer son propre univers, et après je propose un univers clé en main pour les gens qui voudraient débuter. Mais après, l'idée, c'est vraiment de créer son propre univers, quoi, en répondant à des questions. Est-ce qu'il y a de la magie dans Voltige? Est-ce que le monde est sombre? Est-ce qu'il y a des technologies, etc. Donc tu peux vraiment aller partout. Et du coup, dans la notion de Voltige, le jeu s'appuie donc PBTA, le jeu s'appuie donc sur des moves, des manœuvres, et il y a une manœuvre qui a été spécialement créée qui s'appelle Voltiger, et c'est avec cette manœuvre que l'on va résoudre tous les conflits et tous les enjeux aériens, ce qu'on appelle les dogfights, c'est-à-dire vraiment ces moments, pour que vous ayez en tête ces moments où, comme dans Star Wars ou comme dans Porco Rosso, où plusieurs véhicules se font des courses-poursuites, s'alignent dans les viseurs et puis font des vrilles ou disparaissent dans les nuages, coupent leur moteur, se prennent à l'envers, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un dogfight. Et ben voilà, tous les dogfights dans Voltige sont gérés avec cette manœuvre-là, voltiger. Ta voltige, elle est décrite sur ta feuille de personnage. Elle est décrite par des détails qui sont des traits de ton personnage au même titre que des compétences, etc. Et donc voilà comment est décrit l'aspect aérien. C'est surtout, au-delà de l'aspect aérien, je dirais, c'est tout l'aspect maritime et aérien, puisque la plupart du temps, en fait, le jeu, même si c'est un jeu de voltige, et donc on pourrait penser d'aérien, le jeu se passe toujours près de la mer Azur. L'île des voltigeurs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur l'île, puis il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans l'archipel de la mer Azur, donc entre les différentes îles, à la surface de l'eau, sous l'eau, dans les tempêtes, etc., dans les fronts orageux marins, etc. Donc on est vraiment sur un aspect très comment on pourrait dire, mouillé de l'espace aérien, quoi. Chargé d'embrun, chargé d'écume, etc., quoi. Il va y avoir du sel. L'histoire. Ouais. On va passer sur l'histoire de Voltige. Comment t'es venue l'idée de créer ce monde après toute cette glace dans Polescar? Bah ouais, justement, très très bonne entrée en matière. Je pense qu'avec après Polescar, où besoin de chaleur. Je décris un monde éclaté, un monde froid, balayé par les vents, couvert de nuages, etc. Je crois que j'ai eu un peu envie d'aller me dorer la pilule sur des plages de sable fin au soleil. Bon, j'ai rajouté la guerre, donc quand même, c'est pas de tout repos. Mais justement, c'est pas la guerre, elle est vraiment là pour pousser les joueurs à se battre pour un lieu magnifique qui est la mer Azur. C'est vraiment l'ombre au tableau, quoi, la guerre. Et du coup, l'idée de créer ce monde, c'était, de créer ce jeu, c'était déjà, je pense, de retranscrire en jeu de rôle un imaginaire qui me plaisait autant que les imaginaires de Polescar. Dans Polescar, mes imaginaires, c'était les peuples nomades, les bateaux, qu'ils soient volants, mais vraiment l'univers du marin, et puis l'univers de l'expédition, du corps expéditionnaire polaire ou de la Terra Incognita à la Christophe Colomb, etc. Ça, c'était vraiment les imaginaires d'enfants, quoi. Et je pense que Voltige fait appel aux imaginaires de l'aviateur, que j'aime beaucoup aussi, quoi. Pour moi dans Voltige, on va pas jouer des héros, mais on va jouer, je compare des fois Voltige à un jeu de KPDP dans lequel on va jouer
mousquetaire, mais un mousquetaire qui aurait troqué sa rapière pour une voltige, ou alors on va jouer voltige, je le compare aussi souvent à un jeu de super-héros, mais dans lequel le super-héros aurait troqué ses pouvoirs contre une voltige. On est vraiment dans cet imaginaire-là du héros parce qu'il est flamboyant, pas parce qu'il a des super-pouvoirs ou pas parce que il est soutenu par un état, etc., quoi. Et du coup, voilà, c'était l'idée de proposer un autre récit, et surtout, l'enjeu, c'était d'aborder la guerre avec beaucoup d'espoir. C'était vraiment ça la main line, si on peut dire, de mon game design et de ma direction artistique. C'était dire, ok, le monde est en proie à des guerres contemporaines effroyables. J'ai envie, en fait, qu'on ne ferme pas les yeux là-dessus et qu'on arrête juste de taper des monstres pour récupérer des pièces d'or. J'ai envie qu'on aille se battre, mais pour des bonnes raisons. Et du coup, c'était un peu l'idée de Voltige, quoi. C'est beau. Du coup, je reparle encore de Polescar. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Et il y a déjà Voltige. Mais combien de temps t'as mis pour concrétiser Voltige? C'était ultra rapide. Ça faisait longtemps que t'y pensais ou... Ouais, je pense que ça faisait longtemps que j'y pensais. Autant en tout cas, l'univers, il était quand même bien ancré dans ma tête. Et je pense que tous les auteurs de jeux de rôle le diront. Quand on a écrit un jeu, déjà... et même moi qui ai écrit plusieurs mémoires pendant mes études et tout, en fait, quand on a une méthodologie d'écriture, après ça va assez vite. Enfin, on sait comment ne pas perdre de temps, savoir qu'est-ce qu'il faut écrire. Tu vois, avec Polescar, j'ai écrit beaucoup de choses, peut-être trop. Même le livre, il y en a énormément. Il y en a, ouais, il y a beaucoup de pages. Voilà, c'est ça. C'est que je pense que je réécrirai Polescar aujourd'hui. J'en mettrai peut-être un petit peu moins parce que je saurais un petit peu plus sélectionner l'info. J'ai été très généreux. Je vais pas dire qu'avec Voltige je l'ai pas été, hein, mais on est sur un jeu de 125 pages qui se veut être plus une boîte à outils, un petit jeu, parce qu'aujourd'hui on est sur des jeux, les gens il y a tellement de jeux, donc il faut que ce soit des jeux qui soient rapides à lire, qui soient rapides à faire jouer, qui soient faciles à se visualiser. Et donc en fait, comme dans Voltige, c'est vous autour de la table qui allez créer votre univers, ça m'a fait ce travail en moins. Donc ça, c'est quand même pas indéniable. Et donc c'est surtout cette année-là, elle m'a surtout servi à beaucoup écrire les règles. C'est du PBTA, donc ça se doit d'être chirurgical comme règle. Il faut que ce soit très précis, beaucoup plus que dans d'autres jeux de rôle. Et donc ça, c'est une rigueur qui m'a pris beaucoup de temps. Et puis du coup, après, beaucoup de playtests, vraiment énormément de playtests. Presque autant que Polescar, mais sur beaucoup moins de temps, parce que aussi Voltige a bénéficié de la communauté de Polescar que je n'avais pas à l'époque de Polescar, et donc, du coup j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver des playtesters, etc., quoi. Ouais, exactement. Et du coup voilà, il m'a fallu 1 an pour concrétiser Voltige, on va dire du moment où j'ai commencé à écrire jusqu'à il y a 1 semaine, le début du financement participatif, quoi. Ok. Et est-ce que tu as collaboré avec des gens ou tu as encore tout fait tout seul? Tous les dessins, l'écriture. Qui a participé? Alors, qui a participé? En fait, j'ai tout fait. Écriture, game design, maquette, illustration et édition, c'est moi. Comme Polescar, j'ai été aidé sur la relecture. Là, j'ai mis en place un comité de relecture de 10 relecteurs pour Voltige qui ont fait un super travail, qui doivent me rendre les derniers chapitres là. Donc, le jeu sera prêt à partir en impression à la fin du financement participatif. Et vraiment, ils ont vraiment, réussi à améliorer le jeu. On parle pas de juste trouver des coquilles, quoi. On parle vraiment d'expérience utilisateur, parce que un jeu de rôle commercialisé, c'est un produit, hein. Il faut vraiment être réaliste avec ça. Et donc du coup, avec la vue de 10 personnes qui consomment beaucoup de jeux de rôle, la maquette, elle est beaucoup plus épurée que dans Polescar. Elle est beaucoup plus facile à se retrouver, etc. On est vraiment sur un jeu boîte à outils, quoi, dans lequel un livre qu'on va souvent ouvrir pendant la partie,
et donc qui est fait pour ça. Voilà, et donc des relecteurs, mais surtout beaucoup de playtesters. Et playtester un jeu PBTA, donc un jeu Powered by the Apocalypse, qui est le système de jeu que j'ai modifié, mais c'est la base du système, c'est ce que j'ai utilisé pour Voltige. Ça demande vraiment beaucoup de playtest, et être playtester à ce genre de jeu, ce n'est pas juste dire oh la partie elle était cool. C'est vraiment rentrer dans le détail de ce move là, moi je le réécrirai comme ça, etc. quoi. Donc là-dessus je peux pas nier le fait qu'on m'a beaucoup aidé sur tout l'aspect équilibrage, écriture des règles, etc. quoi. Ah là là. Alors, tout à l'heure, tu parlais de ta vie d'humain, mais je suis sûre qu'en fait, tu n'es pas humain. Voilà, tu es un robot. Je bois de l'eau, hein. Donc je suis un robot quand même hyper perfectionné. Tu vas rouiller, tu fais attention, je suis sûre que c'est de l'huile en fait. Est-ce que tu as des anecdotes intéressantes ou surprenantes à nous raconter sur tout ce qui est ce processus de création? Des anecdotes. Ouais. Alors des anecdotes, je dirais que j'ai vraiment été, j'ai vraiment énormément stressé. En fait, plusieurs fois, j'ai eu envie de changer de système au tout début de la création, quand je me suis dit, ok, bon Enzo, tu te lances dans un jeu PBTA après Polescar où tu avais fait ton système dans ton coin. Là, tu te lances dans l'un des systèmes de jeu qui est pour moi le plus exigeant à l'heure actuelle dans le milieu du jeu de rôle. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais est-ce que ça, c'est pas trop? Et donc les premières parties de playtest, je stressais vraiment. Pourtant c'était mon jeu, tu vois, tu peux te dire t'es comme à la maison. Et en fait non, parce que j'avais en face des gens qui étaient passionnés par le PBTA, et c'est vraiment une manière de jouer au jeu de rôle différente, avec une forme de fiction différente, un rapport au personnage et à l'histoire très différente. Et du coup ça m'a vraiment fait peur. Et en fait l'anecdote, c'est pas vraiment très croustillant, je suis désolé, mais l'anecdote c'est qu'en fait je trouve que les meilleures idées de game design et les meilleures idées même d'univers, elles sont nées de toutes mes parties de playtest. Elles sont vraiment très différentes de Polescar, où en fait j'avais déjà tout un univers en tête où j'ai créé un système pour finalement créer des personnages dedans et puis jouer. Là c'est vraiment ça a vraiment été un ping-pong avec tous les playtesters, et donc je pense qu'il y a bien une cinquantaine de personnes qui ont vraiment playtesté Polescar, Voltige sur plusieurs parties, et donc c'est l'anecdote, c'est que vraiment à la fin de chaque session, il y avait vraiment ce truc-là de dire ouais, mais ça, là c'est une bonne idée quoi. Et du coup la fois d'après je revenais, et l'idée je l'avais mécanisée, ou je lui avais fait de la place, ou alors on l'a testé, on l'a gardé pas. Ça a été une vraie expérience humaine de game design que j'ai adoré quoi. Ok. Alors on va attaquer le vif du sujet. Comment on joue? Donc tu as parlé du PBTA. Pourquoi le PBTA? Pourquoi justement ce retournement de veste? Eh ben, en fait, pour moi, le choix d'un système, il n'est pas anodin. Pour moi, quand tu proposes un jeu de rôle, tu proposes un univers, une proposition ludique, qu'est-ce qu'on va jouer, dans quoi on va jouer, dans quel univers, et comment on va le jouer. Parce que sinon, t'écris un roman, quoi. Si c'est juste un univers, t'écris un roman. Et donc du coup, pour moi, c'est très important que un univers et un système s'imbriquent et se soutiennent pour proposer une expérience ludique qui est hyper connectée. En fait, il faut que le système retranscrive l'émotion que tu veux apporter par l'histoire, quoi. Et du coup, en fait, avec Voltige, dans Voltige, on va jouer des personnes qui vont avoir un destin plus ou moins tragique, qui vont devoir faire des choix moraux, qui vont devoir exposer leurs proches, ou justement tout sacrifier pour ne pas exposer leurs proches, etc., qui vont changer avec la guerre. Et donc c'était trop important pour moi, trop évident pour moi que en fait j'utilise le système PBTA, parce que le système PBTA c'est fait pour du drama, soit du drama interne au personnage, soit du drama entre les personnages, soit du drama entre
les personnages et le monde. Et du coup, c'était évident que le PBTA soit parfait pour Voltige, quoi. Donc du coup, immédiatement, je me suis tourné vers ce système de jeu-là. Un système qui est très personnage centré, qui est très fiction émergente aussi, c'est-à-dire que Voltige, comme Polescar, une fois que tu connais les règles, la MC, donc le nom donné au meneur de jeu dans les PBTA, c'est une maîtresse de cérémonie. Dans Voltige, la MC, elle n'a aucun travail à fournir en amont de la partie. Comme tous les PBTA, Voltige s'appuie sur une session 0, dans laquelle les joueurs vont créer leur monde, puis ils vont créer leur voltigeur. Et une fois qu'on a fait ça, et ben en fait, la MC, elle peut arriver le soir à la partie et elle met les pieds sous la table, elle a rien prévu parce que tout le scénario, etc., tout va se décider autour de la partie, enfin autour de la table, quoi, qu'elle soit virtuelle ou non. Et du coup, en fait, voilà, c'est toi, en fait, dans Voltige, ça va être une conversation, souvent ça va être une conversation entre les joueurs. La MC, elle va être là, bien sûr, pour incarner les PNJ, les antagonistes, etc. C'est un jeu de rôle, ok. Mais le scénario, les objectifs de la mission, les contraintes de la mission, etc., c'est les joueurs qui vont les définir. Donc, tous les enjeux, en fait, vont émaner des joueurs. Ce qui fait que la MC, en fait, elle n'a pas 3 heures avant la partie à écrire une intrigue, à se casser la tête, etc. Si elle veut le faire, elle peut. Mais elle en est absolument pas obligée. Et du coup, Voltige propose vraiment une boîte à outils qui va soutenir l'improvisation plutôt que aider à l'écriture de scénario. Libérons les MJ. Exactement. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi le meneur de jeu doit, dans beaucoup de jeux, passer un temps énorme avant la partie pour avoir autant, voire un petit peu moins de fun pendant la partie. Il y a un peu ce truc là. Si le MJ il a vraiment envie, si c'est sa passion d'écrire des scénarios, de faire des enquêtes à la Cthulhu, etc., mais grand bien lui fasse. Mais il faut qu'il y ait des jeux où en fait le MJ qui a pas trop de temps, tu vois, ce qui est mon cas, je suis papa, on a des vies chargées, etc. Mardi soir, je sais que j'ai une partie. En fait, il faut pas que je prenne la moitié de ma journée à écrire mon scénario, tu vois, ou que je passe mon week-end à écrire mon scénario. Sinon, il n'y a pas de fun pour le MJ, ça devient une corvée. Et donc, Voltige essaie de répondre à ça, de dire, tu viens les pieds sous la table et tu laisses les joueurs faire. Et toi, t'es juste là pour rebondir, en fait. Et j'ai hâte. Du coup, tu as déjà répondu à mes questions. J'ai même pas besoin de les poser, parce que c'était comme un système influence, et puis quelle est ta vision du rôle du MJ dans Voltige. Tu es trop fort. Est-ce que tu peux En fait, c'est tellement imbriqué. En fait, pour moi, c'est tellement lié quand tu réfléchis à un système. Immédiatement, tu réfléchis à l'expérience qu'il va y avoir autour de la table, comment le bâton de parole il va passer autour de la table, etc. Donc, je te laisse reprendre le fil de tes questions, c'est promis. Non, sur le chat, on dit c'est un robot. Il t'a anticipé. Mon Dieu. Je vais bientôt devenir inutile, au secours. Est-ce que tu peux nous parler des personnages jouables et des archétypes spécifiques du jeu et du kit de découverte, parce qu'il y a un kit de découverte. Ouais, alors il y a un kit de découverte qui est dispo sur Itch.io, que vous pouvez retrouver facilement le lien sur la page de Caimon Tabletop. Il est en téléchargement gratuit. C'est très difficile, beaucoup de retours sur le kit de découverte. Très difficile de proposer un kit de découverte pour les PBTA. Les PBTA le font rarement, jamais. Rarement, on va dire, parce qu'il y a quelques PBTA qui s'y risquent. C'est dur parce que les PBTA, justement, c'est tellement imbriqué le système qu'en fait, ça sert à quoi de faire un kit de découverte de 80 pages quand ton livre il en fait 120? C'est ça. Tu vois, en fait, t'as tout le jeu, quoi. Du coup, on m'a beaucoup dit, ouais, mais ça y est pas dans le kit de découverte, ça y est pas. Oui, c'est dans le livre de jeu, quoi. En fait, le kit de découverte, il est surtout là pour te donner une ambiance, te donner un aperçu de ce que tu vas jouer, mais il y a en aucun cas une mission complète, à la différence de Polescar, par exemple, où il y avait même 3 missions dans le kit de découverte, quoi. C'est pas du tout pareil. Du coup, pour répondre à ta question des archétypes spécifiques, dans Voltige, donc dans un PBTA,
crées ton personnage en choisissant en général un archétype. Dans Voltige, j'ai voulu twister ça et rendre ça un petit peu plus gris, on va dire, un peu moins binaire. Dans Voltige, tu vas combiner 2 livrets. Un livret d'origine, il y a à ce jour le natif, le colon, le mercenaire et le déserteur. Ça va définir qui tu es, d'où tu viens et quel est ton passé, quel est ton lien avec la mer Azur. Surtout, le natif, on comprend très facilement qu'il vient de l'île, le colon qu'il y est arrivé pour exploiter l'île, le mercenaire qu'il a roulé sa bosse, c'est qu'un jour il en a eu marre et il a posé ses valises, et puis le déserteur qui s'est caché au sein de la mer Azur. Donc ça va être ton origine, auquel tu vas venir combiner un idéal. Et l'idéal, c'est pourquoi tu te bats. Et tu peux te battre par amour. Si par exemple, tu as de la famille, des proches sur l'île, ton grand amour par exemple, par devoir, pour la gloire ou par secret. Et là, le financement participatif vient de débloquer un 5e idéal qui est par foi. Ça veut dire que tu vas pouvoir jouer dans un cadre réaliste, tu vas pouvoir jouer des religieux, des prêtres, etc. Et dans un cadre un peu plus fantasy, tu vas pouvoir jouer des mystiques, voire des magiciens, des sorciers, des chamans. Donc ça rajoute vraiment une pierre. Je suis très très content que ce palier-là, c'est pour ça que je l'avais mis en premier, que ce palier-là soit débloqué, parce que ça apporte tout le côté surnaturel que Voltige propose de jouer, quoi. Et donc voilà, et donc tu vas combiner tes 2 archétypes, tes 2 livrets, et ça va donner ton voltigeur. Donc après, ton voltigeur, il va avoir des détails, des états de service qui vont le définir mécaniquement, mais globalement, tu vas jouer quelqu'un qui va venir de quelque part et qui va se battre pour quelque chose. T'as gardé tout ce qui est lien entre personnages, etc. Ouais, il y a un système de relations dans Voltige. Il y a surtout un système de réputation. En fait, donc, pour débroussailler très rapidement les PBTA, dans un PBTA, on va discuter, on va avoir une conversation. À un moment, on va dire, là, l'action que tu veux faire, ça correspond à la manœuvre faire face, par exemple, ou convaincre. Et dans un PBTA classique, tu vas lancer 2d6, et si tu fais 10+, tu vas réussir, voire tu vas réussir et il va se passer un truc cool. Sur 7 à 9, tu vas réussir, mais il va se passer quelque chose d'un peu difficile. Et sur 6 ou moins, ça va être un échec, et la MC, elle va pouvoir te faire du mal. Elle va pouvoir taper là où ça fait mal. Ça, c'est le système des PBTA classiques. Et dans Voltige, pour twister un peu ça, j'ai twisté le truc de 2 manières. La première, c'est que tu vas pouvoir remplacer un de tes 2d6 par un d8 quand tu vas miser un détail. Donc tu vas pouvoir lancer un d6 et un d8 quand tu vas mettre en jeu un détail de ton personnage. Donc tes détails, c'est j'aime, j'ai l'air, je dois et ma voltige est. Donc par exemple, si ma voltige est capable de serpenter entre les récifs, ou j'aime protéger ma famille, si tu fais une action qui correspond à ce détail-là, tu vas pouvoir remplacer un d6 par un d8. Je ne rentre pas trop dans les détails, on va faire un actual play, donc on verra ça dans actual play. Et la deuxième mécanique, c'est la mécanique de réputation. Ça va être une monnaie qui va circuler autour de la table en fonction du niveau de jeu qu'on a choisi. Donc si on veut jouer en pulp, en classique, en survie ou en cauchemar, on va commencer avec plus ou moins de réputation. Et la réputation, elle représente le courage des voltigeurs, l'esprit d'équipe autour de la table, mais aussi un peu la santé mentale et l'impact que la guerre va avoir sur le voltigeur. Et du coup, si tu atteins 0 réputation, tu pètes les plombs. C'est une manœuvre d'histoire, tu vas péter les plombs. Et si tu arrives à accumuler 6 réputations, tu vas devoir jouer au héros. Et on est vraiment sur un espèce de pouvoir signature, un peu de manœuvre cinématique, où ton personnage il va pouvoir faire un truc de ouf. Il y a les 2 bandes noires qui apparaissent en haut et en bas de l'écran. Tu fais un truc vraiment stylé, tu t'affranchis des règles. Voilà, exactement. Ça pour montrer que ok, on joue des civils, mais quand même, on est dans un film. On joue vraiment dans un esprit de film où on va jouer avec la caméra, on va jouer avec les ellipses, etc., les flashbacks. Et donc, on peut faire des trucs cool, quoi.
D'accord. Et pourquoi un D8 plutôt qu'un +2 ou juste un bonus? Pourquoi un D8? Déjà parce que la réputation, si elle arrive à 0, tu pètes les plombs. Si elle arrive à 6, tu joues au héros. Mais la réputation, tu vas aussi pouvoir la dépenser pour te rajouter des +1, +2, +3 à ton jet. Un peu comme la bille noire dans Libreté ou dans Deux billets d'acier. Et donc, tu vas pouvoir, avant de lancer les dés, tu vas pouvoir miser jusqu'à 3 réputations pour obtenir un +3. Et donc, l'important pour moi, c'était déjà d'avoir une mécanique autre. Et la mécanique, c'est que quand tu vas remplacer un D6 par un D8, tu vas lancer ton D6 et ton D8. Si le résultat du D6 est supérieur au résultat du D8, le détail que tu as mis en jeu, tu le perds. Tu le rayes pour la partie. Donc si tu as mis en scène je sais pas moi, ton détail, j'aime prendre soin des habitants de l'île, ou je dois protéger mon enfant, ou ma voltige est équipée de mitrailleuses lourdes, admettons, et que pas les faire mourir, hein. Ta mitrailleuse, elle s'enraye, ton fils, il a perdu un peu confiance en toi, ou le peuple de l'île doute de quelque chose, etc. Tu vois, mécaniquement, tu le mets en jeu, mais si tu le perds, ça a des impacts narratifs, quoi. Et du coup, voilà, il y avait ce principe-là d'avoir un dé qui n'offre pas un très gros bonus. En gros, quand tu lances un D8, statistiquement, c'est un +1. Statistiquement. Mais voilà, il y a ce petit twist où si tu fais plus, ça va un petit peu abîmer ton personnage. Du coup, il y a une mécanique d'attrition, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur le système et les mécaniques de jeu? Un truc que je peux rajouter, c'est la mécanique d'histoire. En fait, l'idée dans Voltige, une partie, on appelle ça une chronique, parce que dans l'idée, il faut que ton scénario il puisse faire la une des journaux le lendemain, et que ta partie, elle puisse être chroniquée. En fait, la gloire ou non, parce qu'en général, la presse, elle est aux mains de l'ennemi. Donc on va plutôt détourner ce que tu as fait. Tu vois, si pendant la nuit, tu es allé neutraliser un bombardier qui menaçait la mer Azur, le lendemain, il va y avoir sur la Gazette... Voilà, ils nous ont attaqué, un de nos transports de marchandises a été dérouté, ce genre de choses. Mais l'idée, ce serait que dans l'idée, tu puisses résumer ton scénario en une gazette de guerre. Donc, c'est pas des gros scénarios. Une partie de Voltige, c'est 2 heures, 2 heures et demie, ça va très vite. Et ça suit toujours le même système, à savoir, et là je me suis un peu inspiré de Tales from the Loop. Dans Tales from the Loop, on va vivre le quotidien et le mystère. Et dans Voltige, on va vivre la vie sur l'île. On va commencer toujours par la vie sur l'île. Ensuite, on va partir en mission. Et enfin, si tout se passe bien, on va rentrer au bercail et on va assumer les conséquences de la mission. Autant sur nous, sur nos proches, etc. Donc voilà, le jeu suit toujours cette mécanique-là pour vraiment émuler un peu le format série, tu vois, le format série policière un petit peu. Ok. On va passer sur les conseils et anecdotes. Voilà. Quel conseil tu donnerais pour bien s'imprégner de l'univers et de l'ambiance du jeu? On revient sur du Miyazaki et tout ce que tu as cité dans les inspirations, ou... Ouais, déjà, dans le livre, il y a plein d'inspirations. Il y a un tableau avec, comme j'avais fait pour Polskar, des inspirations de films, de livres, de magazines, d'articles, de bandes son aussi. Moi, les bandes son avec lesquelles j'écris, tu vois, je t'en parlais en préambule, des musiques traditionnelles grecques ou italiennes, ce genre de choses. On va tout l'univers de Miyazaki, bien évidemment, aller s'asseoir au bord d'une plage si on en a l'occasion et regarder la mer se jeter sur la plage. Je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour Voltige. Si on a un aéroport près de chez soi, ou plutôt un aérodrome, parce que du coup on va voir des petits coucous plutôt que des gros Airbus, et aller regarder des avions décoller et essayer de voir ce que ça peut évoquer chez nous. Et puis tout simplement, si
malheureusement, hein, toutes nos guerres contemporaines, en fait, les régimes fascistes, comment se mettent en place les idéologies liberticides, autoritaires, voilà, le Che, Fidel Castro, etc. Toutes ces grandes figures de résistance, Jean Moulin, la résistance française et tout. Je pense que ça, c'est vraiment des inspirations à ne pas négliger, ou en tout cas, c'est vraiment ce que je cherche à émuler le jeu. Donc c'est des grandes thématiques, quoi. Ok. Et quel conseil tu donnerais à une MC qui débute sur Voltige? Franchement, prendre... Ouais, non, mais prendre le temps avec ses joueurs de s'accorder sur un cadre de jeu qui plaît. Vraiment, tu vois, admettons, dans 4-5 mois, ouais, dans 4 mois, tu reçois le livre à la maison, tu fais une partie de jeu de rôle de Voltige avec tes potes, et ben en fait, tu te lances pas. Pour moi, tu te lances pas dans le cadre qui est préfet avec les pré-tirés, etc. Tu dis, ok, ce soir, on va pas jouer à Voltige, on va créer le cadre. Et donc, du coup, tu suis la feuille de route pour créer ton cadre et tu viens poser les bases de qui est l'ennemi, pourquoi il fait la guerre, à quoi ressemble notre mer Azur, est-ce que c'est l'Adriatique, est-ce que c'est la mer du Nord, est-ce que c'est les fjords norvégiens, est-ce que c'est dans un monde qui n'existe pas, est-ce qu'il y a de la magie, voilà, ce genre de choses, depuis quand la guerre a commencé, etc. Parce que c'est vraiment ça qui va faire que après, quand tu vas jouer à Voltige, tu vas avoir l'impression d'enfiler des petits chaussons dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu te sens à l'aise, quoi. Ça, c'est mon principal conseil, et si je peux en donner un tout petit, c'est se mettre en retrait. Vraiment, conseil à la MJ, à la MC, se mettre en retrait. Et il y a un des principes du jeu, c'est ce monde est le leur, sous-entendu celui des voltigeurs, ils le connaissent mieux que vous, et en fait décrire le monde au travers de questions. Tu vois, plutôt que de dire bon ben voilà, c'est le soir, vous vous réunissez dans la cave de chez Marcel, ce petit bar sur la place orné de bougainvilliers. Non, tu fais pas ça dans Voltige. Dans Voltige, tu dis aux joueurs, ok, ben c'est où vous vous réunissez le soir? Ok, dans un bar. Comment il s'appelle le patron? Ok, ouais. C'est quoi qui caractérise vraiment l'ambiance du bar? Je sais pas. Le vendredi soir, il y a des soirées concerts. Est-ce qu'il a une cave qui pue la transpi parce que il y a des combats de chiens? Voilà. Tu vas poser des questions et les joueurs, ils vont vraiment créer plein de choses. Et toi, tu vas être un peu spectateur du monde qu'ils vont construire, quoi. Pas facile à faire au début, je peux comprendre, mais quand il y arrive, c'est vraiment satisfaisant, quoi. Et un conseil pour les joueurs maintenant? Ben, prenez la parole. Du coup, voilà, comment dire, le conseil miroir, c'est-à-dire prenez la parole, proposez, et de toute façon Voltige vous poussera à proposer, et jouez l'histoire que vous avez envie de jouer, jouez les scènes que vous avez envie de jouer, cutez la caméra, faites des fondus au noir, faites des ellipses, parce que dans un film on voit pas les gens en train d'aller aux toilettes, et on voit pas forcément tous ces trucs là, donc ne jouez que ce qui vous semble important et passer le reste sous silence. C'est pour moi le conseil le plus important, quoi. Et c'est quoi le souvenir le plus mémorable que tu as d'une partie ou d'un playtest, ou la scène la plus épique? Waouh, il y a beaucoup de dogfights justement qui me reviennent en mémoire. Donc ces combats aériens là, ces combats aériens et subaquatiques. Il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça. Pendant une partie de playtest avec Axel qui sera là à ton actuel play, et Olshad, vous connaissez très bien sur Scandalicious. Olshad s'est sacrifié, on jouait dans un cadre SF, et Olshad s'est sacrifié pour permettre aux deux autres voltigeurs de s'enfuir. Ça, c'était une scène vraiment très cool. C'était au tout début du jeu, au tout début du playtest, et je trouve ils avaient déjà ressenti ce que je voulais proposer, et sinon récemment là, une scène mémorable, on a vraiment vécu. Voltige, c'est vraiment un jeu où normalement tu joues
comment dire, main dans la main avec les autres personnages. Tu peux te trahir et tout, ok, hein, mais tu joues quand même un escadron, quoi, des gens qui se battent pour la même chose. Et dans une des dernières parties de playtest, là, je me suis vraiment retrouvé face à 3 joueurs qui ont fait une comment on appelle ça là, une embuscade. Ils se sont braqués tous les 3 mutuellement là. Je sais plus comment on appelle ça, mais une impasse mexicaine. Voilà. Voilà, ils se sont peut-être qu'elle est espagnole. Je sais pas. Mais voilà, ils se sont braqués tous les 3 parce qu'il y en a un qui pensait que l'autre c'était un espion, mais celui qui était braqué par celui qui pensait que c'était un espion, c'était dans ses relations, c'était son grand amour secret, et du coup il avait braqué celui, enfin voilà, il y a eu un drama, et du coup je me suis dit, en fait, pousser dans leur retranchement, ça peut aussi donner ça peut donner un peu ce genre de drama, et la scène était ouf, et on n'a pas su comment, on n'a pas su trop comment la résoudre. La désamorcer, parce que ça impliquait trop de choses, et du coup d'eux-mêmes les joueurs ont dit en fait à 3 on lève nos armes, quoi, parce qu'en fait sinon on va tous mourir, et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Mais du coup il y a eu vraiment cette ambiance très lourde qu'il doit y avoir dans ce genre de situation, donc ça marchait très bien, quoi. Et puis le coup de sueur. Ah là là. C'est exactement ça, ouais. C'est quoi ton élément préféré dans Voltige? Je dirais, pour moi, la sensibilité qui transparaît dans chacun des livrets. En fait, ce que je suis content, c'est que il est très difficile de tuer dans Voltige. On n'est pas dans un jeu où on va faire pam pam boum boum et on va tuer des soldats par dizaines. C'est pas drôle. Il y a un seul personnage qui sait tuer, qui a un move où c'est écrit noir sur blanc. Déjà, il n'y a pas un move combattre générique. Et en fait, il faut choisir le mercenaire, et il faut que le mercenaire, tu lui prennes l'état service combattre, et que sur un 10+, tu peux tuer ton ennemi. Donc tu vois, ça va être très rare le fait qu'on tue dans Voltige. Donc ça, c'est vraiment un élément que j'adore, le fait qu'en fait les voltigeurs ne soient pas forcément armés, et que du coup s'armer, c'est vraiment une démarche. Donc ça aussi, ça encourage l'escalade de la violence, parce que si le voltigeur est armé, l'ennemi il tirera sans sommation, quoi. Donc voilà, ça fait un univers, et donc ça c'est plus pour l'aspect système. Et du coup l'élément préféré dans Voltige pour moi niveau univers, c'est vraiment ce que je disais juste avant là, c'est le lien fait entre la mer et le ciel. Tu vois, le fait que constamment la mer soit battue par les vents, et qu'on puisse en tant que voltigeur alterner entre ces deux éléments qui sont la mer, les fonds marins, et puis le vent, les courants aériens, etc. Et ça, c'est très sensitif, je trouve, autour de la partie, et ça fait appel à un imaginaire que pour l'instant tous les joueurs, ça a matché au cours d'une partie, quoi. C'est beau. On va passer sur l'actu du jour, on arrive bientôt sur la fin, donc sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et dis-moi, où est-ce qu'on va pouvoir trouver Voltige prochainement? En comment? Déjà, on le trouve... Voilà, donc déjà le financement participatif, il est sur Game on Tabletop jusqu'à je te dis pas de bêtises, jusqu'au 24 avril. Donc on est sur un long financement, il reste encore 28 jours. Ça va permettre à toutes les personnes qui aimeraient se joindre à l'aventure de pas se mettre en danger financièrement, qui puissent vraiment attendre s'ils en ont envie, quoi. Et donc on va sur Game on Tabletop jusqu'en avril, et après je ferai sans doute un Let Pledge le temps de l'impression et de la livraison, pour que les gens qui ont raté le financement puissent quand même être livrés en même temps que les backers. Mais je prévois une livraison des backers en juin. Donc l'idée, c'est que le jeu là, il est prêt à partir en production. Donc dès que le financement est fini, ça part en impression, et donc 2 mois après, quoi, les gens sont livrés à la maison. Ça, c'est important pour moi de faire des précommandes participatives plus que des financements participatifs. Ouais. J'insiste là-dessus. Et
Donc voilà, et puis après sans doute que peut-être qu'en septembre, j'imagine en septembre, on le trouvera distribué dans les boutiques, que je vais de nouveau travailler avec Asmodée Novalis pour distribuer le jeu. Mais super. Voilà quoi. Et puis sur mon site internet, après à terme on le trouvera sur Itch.io pour toute la version PDF, et puis sur les éditions dérivantes sur toute la version physique. Mais pour moi là l'important c'est vraiment que ce financement participatif aille le plus loin possible pour pouvoir débloquer des paliers qui vont améliorer le jeu. Tu vois, je parlais tout à l'heure de l'idéal parfois qui débloque le mystique. Il y a d'autres idéaux qui vont arriver. Il y a des cadres de jeu. Quoi ? Tu peux nous parler un petit peu des paliers justement Ouais, alors au niveau des contreparties, bon, les gens pourront aller voir, mais en gros, il y a une contrepartie tout PDF à 15 €, une contrepartie physique à 35 € où tu as le livre et tous les paliers qui ont été débloqués, et une contrepartie all-in à 65 € où tu as le livre, l'écran et toutes les options. Donc les options, c'est donc le livre, l'écran, des feuilles de voltigeur au format dossier confidentiel, des aides de jeu plastifiées vraiment à destination des tables physiques, et un sachet type comme ça en feutrine avec dedans les dés et les jetons aux couleurs de voltige, tu vois, pour que ce soit vraiment prêt à jouer pour les gens. Et donc au niveau des paliers, du coup là, on a débloqué le nouvel idéal mystique en gros. Le prochain palier débloquable, c'est un signet en tissu. C'est bête, mais je trouve ça particulièrement utile dans les jeux. On n'arrête pas d'ouvrir en cours de partie. Et après, de mémoire, on va avoir des cadres de jeu. Donc on va avoir un cadre de jeu réaliste, donc qui se passe pendant la montée du Che et de Fidel Castro à Cuba. On va avoir un cadre horreur qui se passe pendant la nuit permanente en Norvège. On va avoir un cadre science-fiction dans lequel on affronte une flotte russe extraterrestre. Donc voilà, on va avoir des cadres de jeu comme ça qui vont pouvoir être débloqués. Et voilà, et puis il y a des paliers communautaires. On a débloqué le premier palier qui est la mascotte, la possibilité dans des one-shots de jouer un animal, donc du coup de jouer la mascotte du Zéphyr. Et donc ça c'est vraiment un palier qui visait à rendre hommage aux animaux soldats, tous les animaux qui ont fait la guerre à nos côtés et qu'on oublie. Et donc tu vas pouvoir jouer un ours, tu vas pouvoir jouer un chimpanzé, tu vas pouvoir jouer un oiseau de proie. L'idée c'est que tu joues pas ça en campagne, mais que sur un one shot tu puisses ne pas être un voltigeur, mais que tu puisses être un animal ami des voltigeurs, quoi. Donc ça c'est cool, je suis content que la mascotte ait été débloquée. Ah là là. Est-ce que tu as prévu d'aller à des conventions prochainement ? Oui, les prochaines conventions qui arrivent, là, je regarde là, va y avoir le festival du jeu à Valence, les intergalactiques, donc festival de science-fiction à Lyon. Il va y avoir Kaisersberg en Alsace. On va se voir. Il va y avoir à confirmer, mais sans doute le LudiQuest à Saint-Étienne, donc en mai, et il va y avoir le festival ludique d'Orléans fin mai. La grande balade. Et après il y aura grande balade, ouais, mais Orléans m'invite, donc c'est très cool. Et il va y avoir RPGers en août, voilà. Ok, et tu vas proposer des parties de voltige à chaque fois ? Oui, alors oui, j'aime de plus en plus rester sur le stand et discuter avec les gens. Je fais un peu mon feignant des fois en convention, mais après oui, je propose des parties. Après le problème c'est que pour l'instant on me demande plus des parties de Polescar que de Voltige. Comme Polescar, il y a le livre et tout, Polescar prend de la place sur le stand. De Graal d'Or. Et voilà, victime de son succès. Ouais, c'est ça, je fais plus jouer Polescar, mais bon, on arrive au bout des exemplaires là, donc voilà, il va laisser sa place naturellement à Voltige au bout d'un moment. Mais voilà, donc du coup, je fais plus jouer Polescar en convention. Quoi ? Ça veut dire qu'on ne va plus trouver le jeu ? Ça veut dire quoi ça ?
Ça veut dire que pour celles et ceux qui voudraient l'acquérir, et c'est pas du commercial bête et méchant, mais c'est qu'on arrive au bout des exemplaires qui ont été imprimés suite au financement participatif, et que la question d'une réimpression, comme je suis tout seul à porter le jeu, la question d'une réimpression se pose vraiment parce que ça, je peux pas, j'ai pas les fonds d'un financement participatif pour le faire, donc c'est une vraie prise de risque financière. Et pour l'instant, j'attends les réponses des distributeurs pour savoir s'ils me soutiennent, mais c'est pas sûr que Polescar soit comment dire, réimprimé. Mais bon, il y en a déjà pas mal qui ont été vendus, tu vois. Donc après, au bout d'un moment, quand les gens y auront joué, peut-être ça alimentera un marché de l'occasion. Ou... Je sais qu'on le trouve encore dans beaucoup de boutiques. Moi, j'en ai encore, donc on peut le commander sur mon site internet et tout. Mais naturellement, après, Polescar va laisser sa place à Voltige sur le stand aussi. Donc, là, en l'occurrence, pendant toute la durée du financement participatif, je présente Polescar, mais je fais jouer Voltige en convention. Et aussi, je fais beaucoup jouer Voltige sur le Discord des éditions dérivantes. Donc, pour celles et ceux qui seraient curieux du jeu en fonctionnement, je vais faire un AP avec Aki début avril, mais voilà, vous pouvez aussi venir sur le Discord des éditions dérivantes pour tester le jeu, quoi. Je viens de mettre le lien dans le chat. Cliquez et rejoignez-le pour les tester. C'est super jeu. Et du coup, bah, c'est la fin. C'est la fin. Nous allons devoir nous quitter. La fin. Et surtout, bah, on se retrouve on a dit c'était quand? C'était le 10 avril, hein, c'est ça? Le 10 avril, donc mercredi 10 avril, en compagnie de Axel et de Cargo Max, pour une partie de Voltige. Donc préparez-vous. Ouais. Ça, je pense que ça va être trop bien. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, on peut dire un petit peu, mais ce qu'on a choisi. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que tout simplement, j'ai pas trop travaillé. Hein, c'est encore loin, mais on est quand même parti de ce qu'on sait. Voilà. Bon, ce sera des pré-tirés et on est parti sur un univers réaliste avec des touches de fantastique. Donc voilà, on sera pas sur un univers complètement fantastique à la le château ambulant avec de la magie, etc. Mais voilà, il y aura des petites touches de fantastique. Ce sera pas un univers réaliste, sombre, contemporain. On va mettre des paillettes. Donc c'est non mais c'est très chouette. J'ai très hâte. Moi aussi. Bah du coup, sur le chat, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de questions parce tout a été dit. Cette émission est parfaite. Ils ont été en mode flatteur là. Merci à vous. Et en raison, hein. On va de questions fait très bien le travail. Wow. Ah là là, j'ai chaud. Bref, on va se quitter là maintenant et on se retrouve d'ici dans 15 jours en fait. Pour jouer à Voltige, pour faire la démo du jeu. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve le plus vite possible. Normalement, peut-être dimanche sur du Baldur's Gate. Sinon, Wallowide, mercredi prochain, on fait l'actual play en compagnie en compagnie de Safi, Liana et Wame. Et puis Merlin qui va nous maîtriser cette fabuleuse partie. Et ensuite, Voltige. Voilà pour les 15 prochains jours. Je fais à tous plein de bisous. Merci encore à toi Enzo d'être venu présenter ton jeu. Ça me fait trop plaisir. Et merci beaucoup. Je vais vous envoyer en raid, je ne sais où encore, mais amusez-vous bien et faites-leur des gros coups. Des bisous à tous.